Merci. Merci à toi, David, pour, me permettre de faire cette conférence. Alors, tout pour vous prévenir tout de suite, moi, je suis pas du tout un botaniste, je suis pas un chercheur, sur les plantes carnivores, mais simplement un passionné et je m'adresse évidemment pas aux spécialistes. Je j'aurais pas cette outrecuidance, mais plutôt aux personnes qui débutent dans les carnivores, parce que j'ai débuté aussi et j'ai eu du mal à trouver, un certain nombre d'informations. Donc pour mes conférences, moi, s'adressent plutôt à des gens qui débutent et ceux qui en connaissent beaucoup, voilà, je suis très heureux d'améliorer cette présentation et de recevoir leurs conseils. Alors donc 2 parties dans cette, présentation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un Drosera? Premièrement et puis ensuite, voilà une seconde partie sur les moyens de multiplier ces Drosera. Alors, qu'est-ce qu'un Drosera? Alors la classification botanique, c'est un monde très complexe, émouvant. J'essaie de m'y intéresser moi aussi, comme beaucoup d'entre vous certainement, mais c'est quand même un peu complexe. Pour faire simple, il faut savoir que le genre Drosera fait partie de la famille des Droseraceae et cette famille comprend également, d'autres genres comme par exemple, les Dionaea et Aldrovanda. Alors des Drosera, il en existe un peu partout dans le monde, à part dans les déserts et les zones polaires. Bon, encore, on trouve des Drosera en Alaska et on en trouve aussi en Sibérie. Donc, il y en a un petit peu partout. Vous voyez ici j'ai mis à chaque fois des illustrations de plantes de ma serre, comme ici le Madagascariensis, qui vit en serre froide, donc qui meurt tous les hivers et qui réapparaît tous les printemps, voilà, et qui devient de plus en plus joli. J'en ai 3 comme ça et voilà, c'est une plante que j'adore. Pourquoi j'aime les Drosera? Parce qu'il y a une grande diversité d'espèces. Il y a plus de 240 espèces différentes de Drosera, ainsi que des dizaines d'hybrides. Alors, il y a 21 hybrides naturels et des dizaines d'autres botaniques, hein. Si vous êtes intéressé, j'en ai fait la liste, moi, pour moi-même, pour essayer d'en avoir le plus possible et puis pour mieux les connaître. Alors, il existe beaucoup de manières de classer les différentes espèces selon la finalité du classement. Moi, ce que je fais, c'est que, j'essaie de les classer en tenant compte des conditions de culture pour pouvoir les tenir le plus longtemps. Je pourrais faire d'autres classements, hein, mais pour moi, je pense que c'est celui qui est le plus utile. Et alors, il faut faire attention parce que les catégories qu'on fait sont pas étanches et parfois il faut faire des essais, parfois on n'y arrive pas. Moi, c'est par exemple Drosera regia, je n'y arrive pas. Là, j'ai eu des conseils de Serge, heureusement et voilà, pour l'instant, ça a l'air de mieux marcher, mais c'est toujours un petit peu compliqué pour certaines espèces. Là, ce que vous voyez sur l'image, c'est Adélaé et Andromeda. Alors ça paraît compliqué. J'ai aussi Alexis, m'a aussi, procuré, Schizandra. Ça paraît compliqué, mais en réalité, là, c'était dans un bac plastique. Maintenant, je les ai mis dans un aquarium, avec des LED et ça fonctionne très bien. Ça pousse comme du chien-dent, ces petites bêtes. Alors moi, je distingue plusieurs catégories. Les Drosera tempérées que je cultive en extérieur, toute l'année. Alors il y en a plusieurs, hein. Bah, les Drosera qui poussent chez nous, hein, rotundifolia par exemple, hein, on peut laisser dehors toute l'année. Les Drosera qu'on doit cultiver en terrarium, bah, par exemple, hein, Adélaé ou Andromeda, si vous les cultivez hors terrarium, bah, ça va sans doute pas durer longtemps. Les Drosera qu'on doit maintenir hors gel l'hiver, bah, les Capensis par exemple, il y a beaucoup vont me dire: «Oui, mais ça repart des racines». Très bien, bon, je préfère éviter de les faire repartir des racines si je peux. Donc j'essaie de les mettre un peu hors gel l'hiver pour qu'ils repartent, de plus belle au printemps. Et puis des Drosera qu'on peut maintenir toute l'année en serre froide et qui prennent des petits gels et qui s'en sortent. Il y en a beaucoup. J'ai des hybrides, X-hybrida par exemple, voilà, ça tient très bien. Ou Bellesiana par exemple aussi, ça tient très bien en serre froide, même ça prend des petits gels et puis bon, ça repart sans aucun problème. Donc moi, ce qui me plaît dans les Drosera, c'est vraiment la diversité des formes, la diversité des cultures. À chaque fois qu'on a une nouvelle plante, voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et puis, alors quand on cultive des plantes carnivores, il faut comprendre dans quel milieu, ces plantes carnivores vivent. Pour les Drosera, en fait, c'est assez simple. Il y a 2 substrats en règle générale, 70 de tourbe
30% sable. Quand je dis sable, ça peut être d'autres choses, hein, de l'allégeant, hein. Et 50-50 sable et tourbe pour certaines espèces, comme pour les pygmées. Ici, vous voyez un petit Pochella, c'est une des plantes que j'adore. J'adore les fleurs. Et puis, quand la plante prend bien le soleil, elle devient vraiment magnifique. C'est tout petit, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi le cycle de la plante. Il y a certaines plantes, comme Adélaï, par exemple, hein, qui n'ont pas de période de repos, qui poussent toute l'année. Bon, là, ça pose pas de problème. Je vous dis, moi, j'ai mis en aquarium, ça pose pas de problème. Alors, certaines plantes ont une période de dormance en hiver, et parfois même elles forment un hibernacle, comme Anglica, filiformis. Alors, beaucoup de gens s'inquiètent en disant voilà, c'est pourri, c'est fichu. En fait, pas du tout. Il faut les laisser. Ils vont prendre le froid, ça leur fait du bien. Et Anglica, filiformis ou rotundifolia, par exemple, voilà, ça repart de plus belle au printemps. Alors, certains Drosera qui sont beaucoup plus compliqués chez nous, par exemple Cistiflora, parce qu'ils ont une période de croissance inversée. Et c'est-à-dire qu'ils poussent l'hiver chez nous, et puis l'été, ils meurent. Donc, par exemple, moi, Cistiflora, hop, elles sont en cave, donc voilà, il ne reste plus que la racine. Et puis, à l'automne, je vais les ressortir dans ma serre froide, et ça va repartir, ça va me faire des fleurs jusqu'en février, souvent ici dans la région nantaise. Alors, certaines plantes ont une période de croissance inversée chez nous, et ils passent l'été sous forme de tubercules. Alors squamosa, peltata, on les nomme les tubéreux. Ça forme des petits tubercules, comme des oignons en fait, hein. Ça, c'est vraiment des plantes qui sont très intéressantes, parce que quand on s'intéresse aux plantes carnivores, souvent l'hiver on s'ennuie. Avec les tubéreux, on s'ennuie pas du tout, parce que pour eux, l'hiver, c'est la plus belle des périodes, et on peut, comme ça, en ayant des tubéreux, bien, on peut en avoir toute l'année. Alors, c'est très difficile d'avoir des tubéreux. Enfin, c'était très difficile, parce que maintenant, il y a certains professionnels qui se mettent à en vendre, par exemple, à des prix extrêmement raisonnables, hein. Je viens d'en acheter quelques-uns à Sébastien Joliot, par exemple, hein, qui est, voilà, enfin, généralement, il a des plantes qui sont vraiment sympas, et puis c'est toujours de bonne qualité. Donc, là, je vais les recevoir cette semaine. Alors, certaines plantes sont annuelles, et on doit les ressemer chaque année. Alors, c'est le cas de Burmanie, par exemple. C'est des plantes qui paraissent très compliquées, Burmanie, parce qu'on vous dit oui, il faut beaucoup de chaleur, d'humidité, du soleil. En fait, vous en fichez, parce que comme elles meurent l'hiver, bah, voilà, si vous voulez les garder, vous pouvez les garder en terrarium, hein, ça tient plus qu'une année. Mais si vous voulez avoir de beaux Burmanie, là, moi j'en ai semé un peu partout, ça pousse dans les pots, ça pousse très très bien, et ça fait des plantes magnifiques. Et ce qui est intéressant avec Burmanie, c'est que il y a beaucoup de graines. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de graines et les ressemer l'année suivante. Donc, c'est des plantes qui sont très très rigolotes à faire, et très jolies en plus. Dernière catégorie, les Drosera pygmées. Là aussi, euh, croissent en hiver, et ils produisent des graines en été. Et surtout, au début de l'hiver, eh bien, vous avez des gemmes. Les gemmes, c'est magnifique, parce que c'est comme si on vous coupait un orteil, et qu'on replantait cet orteil dans la terre, et ça faisait un nouveau vous, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment c'est la plante mère, mais en miniature. Et les gemmes, l'intérêt, c'est qu'en quelques semaines, ça pousse. Moi, je les mets en serre froide. Ces gemmes, je les repique. Et ça vous fait comme ça des dizaines de petites Drosera pygmées. Vous pouvez en échanger, ça s'échange très très bien. C'est pas cher, et c'est vraiment magnifique. Ces Drosera pygmées, ça demande peu d'attention. Moi, je trouve que ça pousse assez bien, et assez vite. Et les fleurs sont vraiment, c'est des toutes petites fleurs, mais qui sont extraordinaires, qui sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Et encore une fois, hein, même si on a une serre froide, ça tient très bien. Moi, ils prennent du gel, ces Drosera pygmées, chaque année, et chaque année, ils repartent. Alors, ce que vous avez ici en photo, hein, c'est un X hybrida, un petit hybride naturel de filiformis et d'intermédia. C'est très très beau là. Je l'ai dehors chez moi, et c'est une plante qui est vraiment magnifique, et qui meurt, enfin qui s'endort en hiver, et puis qui réapparaît comme ça. Là, c'était il y a quelques jours, au printemps. Alors, comment fonctionnent les pièges des Drosera? Alors, les Drosera, les feuilles sont recouvertes de poils, et à chaque extrémité, il y a une petite goutte qui se forme de liquide sucré collant, qui s'appelle le mucillage. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis
hem, une petite feuille d'Aliciae et puis un Drosera burmani pour vous dire à quel point c'est joli comme petite plante, c'est assez magnifique. Alors les pièges des Drosera sont des pièges semi-actifs. Vous voyez ici la plaquette pédagogique de l'association Dionée. La petite bestiole arrive, elle se colle et puis la feuille se referme, sur la bestiole et la digère. Voilà le schéma d'un poil sécréteur, hein. Le poil sécrétaire, en fait, sécrète, ce qu'on appelle donc le mucillage. Ce sont des polysaccharides, hein, ce sont des sucres complexes. Des sucres qui ont une particularité, c'est que, quand il y a de l'eau, eh bien ça gonfle énormément et ça devient extrêmement visqueux, heu et donc quand les bestioles arrivent, attirées par cette vision, en pensant que c'est de l'eau et puis après en disant: «Super, non c'est pas de l'eau, en plus c'est du sucre», elles se collent et elles ne peuvent plus repartir. La digestion des bestioles commence dès la capture parce que alors au bout des tentacules et puis sur le côté, il y a des glandes qui sécrètent un suc digestif acide, voilà, comme ce qu'on a, dans l'estomac et puis alors, beaucoup disent aussi qu'il y a des dérivés de cyanure qui sont en même temps diffusés et que ça accélère en fait la mort de la bestiole. Alors ces enzymes qui sont diffusées par la plante, eh bien, vont dissoudre l'intérieur en fait de la bestiole et ils vont, les transformer en dérivés, d'azote et ça va la plante va pouvoir, assimiler en fait ces substances, azotées. Alors il reste, peu de choses, mais il reste les parties dures de l'animal, hein, ce qu'on appelle la kinine, le squelette en fait, l'exosquelette des animaux qui reste là et qui ensuite est souvent mangé par d'autres petites bêtes ou tombe en fait. Donc, les plantes carnivores, vous savez très bien, hein, qu'elles ne peuvent pas tout digérer. Quand on coupe, l'urne d'un sarracénien, on voit bien qu'à l'intérieur, il y a tout un tas de restes, de bestioles à l'intérieur. Alors voilà pour résumer, hein. Les insectes sont attirés par ce liquide qui ressemble à de l'eau, mais qui est en fait un sucre complexe. Le plus souvent chez les Drosera, mais pas toujours, hein, heu, eh bien les feuilles se referment, les limbes, hein, se referment autour de l'animal. La plante produit des enzymes. Ces enzymes dissolvent tous les tissus mous de ces insectes. Tous ces tissus mous sont assimilés sous forme d'azote et par la plante et le reste, bah, soit il reste collé, soit à un moment il tombe. Voilà. Donc voilà pour cette première partie sur qu'est-ce qu'est un Drosera, un peu rapidement, mais vous avez les éléments essentiels. Alors la prochaine fois, j'ai préparé quelque chose de différents sur l'historique, comment on a découvert les Drosera et voilà, comment on a découvert la carnivorité de ces Drosera. Et maintenant, comme j'ai peu de temps, hein, j'ai un quart d'heure et je voudrais pas vous tenir trop longtemps, heu, simplement quelques conseils pour réussir à multiplier des Drosera simples. Ici, vous avez par exemple le cayennensis, si vous avez quelques carnivores, vous voyez bien que ce genre de bidule, hein, ça pousse partout et vous en avez plein les pots dès que vous en avez, 2 et dès qu'il y a des fleurs, c'est une catastrophe et ce que vous voyez en dessous, c'est du Stylidium débile qui vient de chez monsieur Landmann et que j'ai maintenant dans quasiment tous mes pots, donc c'était bien vigoureux. Mais j'adore ça, ça fait des fleurs qui sont vraiment très, très jolies. Alors la plus simple des manières pour multiplier les Drosera, c'est naturellement le semis. Alors il y a 2 manières de reproduire les plantes. Soit, la manière, soit les graines. Alors les graines, c'est comme pour nous, hein, il y a une partie mâle, une partie femelle, hop, moitié-moitié pour le père, moitié-moitié pour la mère. Donc les plantes ne sont jamais, identiques. Les plantes issues de graines ne sont jamais identiques aux plantes mères. C'est jamais le cas. Alors quand par exemple on essaie de vous dire qu'on a fait un mélange de Dionnées, par exemple, de cultivars de Dionnées, bah non, en fait, vous ne saurez pas ce que ça donne, hein. Ça peut donner quelque chose
de semblables à l'un ou à l'autre ou un mélange, ouais. Vous pouvez avoir 2 parents qui sont, très, très intelligents et puis vous retrouvez avec un enfant qui est complètement idiot, hein, voilà. Donc donc c'est exactement la même chose. Alors le semis, c'est évidemment le plus simple. Alors pour se procurer des graines, par pitié, faut éviter eBay, Etsy. Souvent vous allez vous retrouver avec des graines de radis. C'est très bien aussi les radis, mais c'est pas ce que vous voulez. Alors il y a des graines qui sont souvent proposées sur des groupes Facebook, de carnivores, c'est très bien. Sur Carnivore Zone, vous en avez très souvent aussi, c'est très bien. Voilà, il faut aller chez des professionnels. Généralement, ça coûte pas cher et si vous voulez vraiment une très bonne traçabilité, là, achetez vos graines chez des professionnels. Eux, ils pourront vous certifier que si vous recherchez quelque chose de très particulier, eh bien, ils vous donneront exactement ce que vous avez parce que chez les particuliers, vous n'êtes pas sûr, en fait, honnêtement, même chez moi, voilà, je peux me tromper. Les professionnels se trompent très rarement. Alors, l'intérêt des graines, c'est que c'est pas cher, c'est minuscule, vous allez en avoir beaucoup et chaque graine peut donner une plante. Alors, dans beaucoup de cas, il est préférable de garder ces graines quelques mois au frigo pour les stratifier. Les graines ont besoin d'un choc thermique, en fait, pour lever. Les graines germent quand les conditions requises sont réunies. De la lumière dans la journée pour les faire pousser, mais surtout, ce qu'il faut, c'est une certaine température. Voilà. Le printemps, c'est donc le meilleur moment. Alors, si on a des LED, on peut forcer un peu les choses, commencer les semis en fin d'hiver comme pour les tomates. Pourtant, enfin, toutefois, voilà, la nature fait bien les choses, laissez les choses faire. Semez vos graines et attendez, ça lève pas tout de suite. Parfois, ça va prendre un mois, mais c'est pas ou parfois plus, hein. Parfois, mais ça prend un an, hein. Et c'est pas grave. Moi, j'en ai laissé certaines là et voilà, ça fait 6 mois et puis finalement ça pousse, je sais pas pourquoi, mais ça pousse. Dans un deuxième temps, vous pourrez récolter vos graines. Alors il faut laisser faire les insectes, en règle générale, les drosera sont très, très bien pollinisés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines. Récolter les graines, c'est très simple. On tapote la hampe florale et quand les graines sont mûres, elles tombent. Voilà. Alors donc, voilà un filiformis issu de mes graines personnelles que vous avez ici. C'est bien, c'est joli le filiformis. Alors voilà comment on récolte des graines. Là, c'est les graines de Binata, ce que j'ai fait ce soir. Hop, vous tapotez au-dessus d'une feuille blanche et puis vous avez ces milliers de petites graines. Là, c'est Dichotoma en fait, Binata dichotoma. Donc là, j'en ai quasiment un seau, hein. J'exagère un peu, mais voilà, j'en ai des milliers, des milliers et des milliers. Donc c'est très, très simple, ne pas s'embêter. Une feuille blanche, on tapote et puis quand les graines tombent, bah, ça veut dire qu'elles sont mûres. Surtout pas couper les hampes avant, ça sert à rien. Voilà. Il faut attendre, faut être vraiment, vraiment patient. Alors il faut ensuite mettre, ces graines, dans des enveloppes. C'est possible sans scotch, il faut juste un petit morceau de papier. Là, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un petit je vais pas le passer maintenant parce que ça va durer trop longtemps, mais j'ai mis un petit tuto. En fait, vraiment, vous tapez enveloppe à graines en papier sur YouTube et vous avez un tuto qui dure 2 minutes et on vous explique comment faire. C'est très simple, vous pouvez envoyer vos graines comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter, avec des sachets. Il faut juste un petit papier carré et vous faites votre petit sachet à partir de ça et comme ça, vous pouvez avoir vos graines, bien rangées. Vous pouvez mettre ça au frigo tranquillement et personne ne vous embête. Vous ne prenez pas la totalité du frigo et surtout ne les mettez pas dans des sachets en plastique, honnêtement, c'est pas très bon pour les graines. S'il y a la moindre humidité, c'est pas terrible, les enveloppes en papier, il y a rien de mieux, c'est pas cher et c'est parfait. Il suffit de jeter des graines sur un petit pot rempli de tourbe, gorgé d'eau et voilà, avec, normal, hein, pour les carnivores, de l'eau non calcaire. Vous mettez tout ça à la lumière et ça pousse très bien. Là, ce que vous avez ici, ce sont des graines. Alors j'avais mis du Binata et Rotundifolia aussi autour de mon Darlingtonia. C'est idiot de ma part parce qu'évidemment ça pousse partout. Maintenant j'en ai partout. Mais en fait, Rotundifolia, c'est vraiment très, très mignon, très, très joli. Donc voilà. Sur de la sphaigne, Rotundifolia, il y a rien de mieux. Sur de la sphaigne vivante, ça pousse vraiment comme du chien-dent et c'est plus beau que le chien-dent, en fait. Donc en serre froide, placez, les semis, soit au printemps, soit dès la récolte des graines. Là, le Binata, par exemple,
J'en ai mis un petit peu dans des pots. Ça va lever au printemps prochain, c'est très bien. Il faut être Quand on fait des carnivores, il faut être patient, tout le temps patient et heu, les graines lèvent quand elles doivent lever et quand vous les mettez dans des conditions un peu plus difficiles, eh bien, elles vont lever, en étant plus solides. Comme les plantes de tomates, sinon, ça a tendance à filer et à mourir assez rapidement. Attention, parce que parfois je vois que on vous vend par méconnaissance, souvent des graines d'hybrides. Les graines d'hybrides, pour la plupart, ne donneront jamais de plantes. Elles sont stériles, normales. Voilà, par exemple, ici, Filiformis X rotundifolia, que je trouve très mignon aussi. Voilà, j'ai des graines parfois, mais les graines ne donnent rien. Il y a quelques hybrides qui sont fertiles. Tokayensis, c'est un mélange entre Spatulata et rotundifolia. Là, ça donne des graines, et si vous les mettez dans vos serres, vous allez en avoir partout. Delciana nidiformis, ce qu'on appelle X nideri, ça donne aussi des graines qui parfois donnent des plantes. Burmani cecifolia, c'est des espèces qui sont très très proches. Donc ça donne aussi des graines viables. Et il y a quelques hybrides du complexe Petiolatis. Mais bon, je pense que voilà, il faut quand même s'y connaître un peu pour avoir ces plantes. Moi, j'en ai eu 6, j'en ai tué 4 sur 6, donc c'est quand même chaud, hein. Il faut quand même des conditions très particulières pour les avoir. Deuxième manière, j'en ai encore pour 3 minutes. Deuxième manière de faire, c'est le bouturage en eau. Alors, c'est la manière la plus ludique de faire, surtout avec des enfants. Là, j'ai fait une présentation dans l'école de ma fille, et tous les gamins ont voulu faire ça. Donc, un petit pot de bébé, Blédina, là, c'est un tout petit pot je sais pas, c'est un truc à olive, je crois. Vous mettez une feuille dedans. Alors là, en l'occurrence, c'est un Binata Extrema, et vous avez des centaines et des centaines de petites plantules qui poussent. Ça, c'est un truc que j'ai oublié pendant plusieurs mois. C'est très simple. Il faut un pot en verre, des feuilles, vous mettez de l'eau de pluie dans le pot de verre, vous fermez tout ça, et puis vous changez l'eau si vous voyez qu'il y a des algues qui se développent trop vite. Et souvent, voilà, vous mettez à la lumière, pas en plein soleil, hein, mais à la lumière, et ça se développe en quelques semaines. Ensuite, il suffit de les replacer dans la tourbe. Voilà, moi je coupe les racines, que vous voyez noir ici. J'essaie de nettoyer un peu tout ça. Je place ça dans la tourbe, ou même pas parfois, hein. Et puis ça pousse, ça vous fait des dizaines de nouvelles plantes très facilement. Et l'intérêt, les graines, il faut 1 an, parfois 2 ans pour que les plantes grandissent. Avec cette manière de faire, ce clonage, eh bien là, vous avez des plantes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. L'année prochaine, ces plantes-là seront adultes. Troisième et dernière méthode, encore un clonage, donc le bouturage dans de la sphène vivante. Là, c'est très simple. Il faut manger des bonbons Haribo ou type Haribo. Prenez les boîtes plastiques, vous mettez un fond de sphène vivante dedans, c'est ce que j'ai fait là. Vous refermez, vous voyez, on voit on voit le truc de bonbons. Vous mettez tout ça à la lumière, bien, bien imbibé d'eau, et puis vous mettez des feuilles dedans avec les étiquettes, c'est mieux. Donc là, vous avez des petits Venusta qui sont en train Drosera Venusta qui sont en train d'apparaître. Et là, vous avez Adelae. Ça pousse très très bien, mais j'en ai des dizaines comme ça. Donc il suffit de couper les feuilles. C'est pas mal au printemps parce qu'elles sont bien vigoureuses. Vous mettez ça marche aussi avec Regia par exemple, j'ai réussi. Vous mettez ça dans cette sphène vivante, vous refermez la boîte, et puis vous laissez comme ça, vous ouvrez une fois de temps en temps. Ça pourrit jamais, il n'y a jamais de pourriture. Et voilà, à la chaleur, et en quelques semaines, voire en quelques mois, eh vous avez de nouvelles plantes très 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 facilement, parce que parfois, par feuille, vous avez plusieurs petites plantes qui poussent par feuille. Et après, il faut faire attention, vous les mettez dans la tour, mais vous mettez un petit sachet plastique dessus pour garder une bonne humidité. Et comme ça, il y a vraiment pas de problème. Il ne faut pas aller évidemment, à chaque fois, ça vit dans un milieu ultra humide, donc si vous la mettez dans un milieu où il y a 30 d'humidité simplement, elles vont souffrir, mais petit à petit, il faut les acclimater, et c'est parfait. Et dernière diapo, il existe une dernière méthode si vous voulez multiplier à bas prix certains Drosera, c'est l'in vitro. Alors moi, je le fais parfois, que voilà, vous avez payé la plante 1 €. Bon, parfois, vous le faites à perte, hein, donc il faut faire gaffe, c'est pas cher, mais c'est compliqué. Là, vous voyez, vous avez Neocaledonica qui est ici, là, sont mes Regia, donc ça fait plusieurs mois, hein, donc
là, ils sont à peu près, ils vont vivre, mais parfois ça rate. Là, c'est Pinguicula antarctica et puis là, c'est Paul Dini, mais Paul Dini, c'était un échec complet. En fait, j'ai une petite plantule là qui commence à vivoter dans un pot, mais j'ai pas réussi et j'avais essayé Cistiflora aussi cet hiver et ça a commencé à bien pousser, puis après ça a crevé. Donc in vitro, c'est bien, mais voilà, c'est risqué, c'est faut vraiment s'y connaître un petit peu et puis, être attentif parce que ça peut virer très rapidement. Il faut les acclimater, il faut que ça fasse des racines. Ça a vécu dans un milieu de culture, ça grandit dans ce milieu de culture, donc ça demande quand même un petit peu une petite main pour réussir à les faire pousser. C'est vraiment compliqué. Mais c'est une manière d'avoir des plantes rares, parce que Pinguicula antarctica, par exemple, on peut les avoir. Et cette Regia, voilà, il y en a quand même, là, ça m'a coûté 6 euros quoi, pour avoir tout ça. Mais je sais que je peux tout perdre assez rapidement et ça demande beaucoup, beaucoup plus de soins que si vous achetez un beau Regia sur Carnivore Zone ou chez Sébastien. Et là, vous êtes sûr que les plantes, voilà, elles seront déjà bien, bien fortes et bien, bien costauds. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Et hop, je passe la parole à David. Excusez-moi, j'étais un peu plus long que prévu. Merci beaucoup, Laurent. Écoute, sur le chat, les gens ne tarissent pas d'éloges pour ta pédagogie. Je, je vais passer juste hop, Je dans fais ça ce avec, mode-là. avec les gamins cette semaine. De quoi? Non, j'ai présenté les plantes carnivores à des enfants en fait de Et voilà. CM2, donc il fallait être pédagogue. Et ben, ça a bien marché en tout cas, encore ce soir. Tout le monde dit que c'était vraiment très intéressant. J'ai pas vu pour l'instant de questions sur le chat de Twitch. Est-ce que vous avez quelques questions? En tout cas, j'en profite pour te dire que c'était vraiment très bien et très clair. Je suis en train de faire avec Arthur une espèce de petite vidéo de 3 minutes pour donner les grandes règles de comment on cultive quelle plante et où. Et donc, je vais m'inspirer de ce que tu as fait et je reviendrai vers toi d'ailleurs pour avoir les détails des plantes qui se cultivent à l'intérieur, en gel, en serre et puis en extérieur. Parce que là, je suis en train de faire la liste. Et donc, Ah voilà, super, ouais. j'aurais besoin de tes lumières pour pas faire de bêtises et relire ce que j'ai écrit. Et puis ils étaient Donc, tous faites déjà. voilà, on va procéder par élimination. Euh, Ouais. donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions sur Facebook ou sur Twitch, on est à 21 personnes. Il y a pas mal de monde ce soir, c'est quand même vraiment cool. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être là. J'en profite pour vous dire que vous pouvez nous follow sur YouTube. On a une chaîne YouTube avec tous les replays. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez nous follow sur Twitch et sur Facebook. On a eu déjà quelques personnes qui se sont abonnées, je les remercie. J'ai vu passer Hanoï tout à l'heure, je t'ai pas dit bonjour, désolé. Mais je crois pas en tout cas. Salut à toi. On a aussi Tilou qui est effectivement aussi un de nos abonnés. Pour ou contre semer les graines en septembre-octobre et les laisser pousser en intérieur. Qu'est-ce que t'en penses toi sur les Drosera? Moi je le fais, hein, après, faut essayer, hein, ça dépend aussi où on habite. Puis ouais, parfois elles sont quand même un peu, ouais, elles sont un peu moins costauds, mais bon, franchement, moi j'essaie, ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien. Il y a Paul Caron qui te remercie pour la conférence. Ah, sympa. Voilà, tu as plein de merci. Je rappelle que vous pouvez voir la première conf de Laurent sur notre chaîne YouTube. Est-ce que je ne remettrai pas par hasard l'adresse de notre chaîne pour que vous ayez les replays? Le bouturage de Ampleoral ne marche pas sur Drosera, point d'interrogation. Est-ce que ça marche le bouturage de Ampleoral sur les... Euh, franchement, moi j'ai jamais essayé parce que c'est pas la peine, je pense que ça fonctionne pas très bien. Alors, ça fonctionne bien pour les Lyonnais, par exemple. Il y a une vidéo de Charles Bussert qui est vachement bien. Et lui, il le fait sur les Lyonnais, mais sur les Drosera, il n'y a pas vraiment d'intérêt, en fait. Ok. Les feuilles, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne pas avec les tiges, ça fonctionne Ouais, avec les ça feuilles. suffit quoi, ça suffit. Ouais. Je vous remets, hop, rapidement l'adresse de notre chaîne YouTube pour les replays. Si vous voulez les voir, ça, c'est bon. Hop, je referme ça. Je referme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que on commence à rendre la main à Alexandre pour sa conférence
toute façon, si vous avez d'autres questions sur les Drosera pour Laurent, vous les posez sous le replay YouTube et je lui transmettrai l'info s'il la voit pas, ou il répondra directement. S'il peut. Il y a Tilou qui demande est-ce qu'il faut stratifier les graines dans un pot en verre et quels sont les risques? Non, les stratifiés, il faut les mettre dans une petite enveloppe de papier et les mettre au frigo, hein. Toi, tu stratifies Bon. à sec, pas en humide, parce que je sais que ça fait Ah une non, non, mais à différence. sec, oui, à sec, à sec. Ok, toi, tu mets direct l'enveloppe que tu as pliée plutôt que tu as montré. Ah ouais, Tu au mets direct frigo, c'est très bien. au frigo, ok. De congèle ou frigo? Frigo, tout court? Au frigo, ça suffit. Frigo, ça suffit, Il quoi. faut juste, il faut juste les maintenir à quelques degrés au-dessus de 0, c'est mieux. Ok. Après, les mettre au congélo, c'est -18, C'est pour les garder plus nature, longtemps, quoi. c'est C'est quand ça, en fait. même violent, quoi. Dans la nature, Euh, ils ont pas ça, quoi. Il faut juste hmm, un choc thermique, en fait, pour comme toutes les graines, il faut un choc ouais, thermique. ok. Pas un truc trop violent quand même, quoi. Il demande quel risque? Bah, si c'est stratifié à sec, il n'y a pas de risque de les stratifier, hein. Le risque quand tu Non, stratifies, c'est que ce non, soit humide et que ça moisisse, quoi. Voilà, si tu fais sans ah ouais, humidité, normalement, humide, il n'y a pas de problème. franchement, Euh, et ou les semer soit les semer tout de suite, soit les mettre au frigo et puis les semer au printemps. C'est ça, en fait, le truc. ok. On Ok. peut faire les 2, il y a plein de graines, donc on peut faire les 2 pour voir ce qui marche le mieux. Ok. Faut essayer. Oui, il faut faire des tests, tu as raison. Faut être empiriste dans l'âme. Je suis tout à fait d'accord avec Exactement. toi. Absolument. Il y a Joe qui dit mets ta hampe florale dans l'eau, ça fonctionne, mais plantules beaucoup plus fragiles et croissance lente. Ouais, du coup, faites des semis, quoi, hein. C'est ça le Non, mais résumé de comment j'ai commencer. jamais essayé parce que je me suis dit que ça avait pas d'intérêt, quoi, c'est tout. Voilà. Bah écoute, ça fonctionne, mais c'est pas terrible. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut retenir. Et ben merci à toi pour ta question. J'en profite rapidement. Si vous avez plus d'autres questions, je vous remets un petit coup le sondage, parce que je vois qu'il y a du monde. Pour vous demander sur Twitch de quelle plante vous voulez que Sébastien Joliot parle à notre prochaine table ronde. Je vous ai fait quelques choix du Drosera filiformis, du Sarracenia leucophylla, de l'Elianthora pulchella, Nepenthes ampullaria ou Pingicula esseriana. Vous tapez point d'exclamation vote, espace et puis le nom que vous voyez à l'écran. Ça marche que sur Twitch, ça marche pas sur Facebook, j'en suis désolé. Pour l'instant, on est sur de l'ampullaria. On va voir. Sébastien n'ayant pas de NEP, ça va être intéressant. J'espère que vous avez apprécié la chronique de Cyril sur Darlingtonia. J'ai eu de très bons retours. C'était très complet. Je pense que ça a intéressé pas mal de monde. Alors, bah écoute, je vais remettre notre affichage avec le chat. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors oui, j'ai testé le bouturage aquatique sur Binata multifida, pardon, et c'est impressionnant comme ça marche bien. Bon, bah, voilà, écoute. Ouais, ça marche hyper bien. En plus, ouais, ça, après, c'est vraiment un bourrin comme Drosera. Je crois que c'est vraiment tout terrain, quoi. Si tu veux, Paul, si tu veux voter, il faut que tu fasses point d'exclamation vote espace le copila. Désolé, c'est pas très clair, mais point d'exclamation vote espace le copila si tu veux voter pour le copila. Faut mettre bien la bonne orthographe, sinon le robot va rien comprendre du tout. Yes, ça a été pris en compte. Merci beaucoup pour ton vote. Je m'attendais à quelque chose de poussé, de plus poussé pour les Drosera, mais c'était bien. Bon, bah écoute, Laurent nous fera peut-être une autre conférence. T'as dit Le un truc, c'était un quart d'heure, donc évidemment, on ouais, peut pas non plus. fallait quand même. Ça marche. Bah écoutez, bah Laurent, on va s'arrêter là. Je vais laisser la place à Alexandre, qui est dans les OK, starting salut, blocks pour merci sa à vous. conférence sur les Dionnées. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, ben, on va Salut.